éthique et fin de vie, c'est un sujet très compliqué. Vous avez compris ça déjà avec Pierre-Henri. La néonatologie est vraiment un endroit où c'est particulièrement difficile. Et ce sont des sujets sur lesquels il est rarissime qu'on arrive à trouver un consensus. Et finalement, c'est peut-être pas si grave que cela de ne pas trouver des consensus sur ces questions-là. Et c'est ça dont je voudrais témoigner ce soir. C'est que, après 15 ans d'exercice d'éthique clinique dans cet hôpital, eh bien, je suis, je crois, de moins en moins capable de dire quelle est la bonne sortie, quelle est la meilleure façon de réfléchir ou de conclure éthiquement sur une situation de fin de vie. Finalement, à chaque fois que nous pensons que nous sommes à peu près arrivés à comprendre quelque chose et que nous nous disons, ben voilà, peut-être ça pourrait être une recommandation, eh bien, il y a l'histoire suivante qui arrive et qui met tout par terre. Et donc, ce que je retiens, moi, aujourd'hui, de tout cela, c'est que probablement, sur cette question-là, très précisément, il ne faut pas avoir de position de principe. En tout cas, c'est vraiment ça que j'ai envie de défendre aujourd'hui. Pas de position de principe. La vie nous malmène, personne ne sait comment les choses vont arriver pour soi ou pour ses proches et comment on réagira. On a beau s'y préparer, anticiper, réfléchir, eh bien on s'aperçoit que très souvent, c'est pas du tout comme ça qu'on pensait qu'on réagirait, qu'on réfléchirait au moment dit inultimé. Alors, peut-être le plus simple, c'est de partir d'une histoire concrète qui nous est arrivée récemment au centre d'éthique clinique. J'ai choisi celle-là, mais je pourrais en avoir choisi d'autres. Et donc, celle que je vais vous raconter ce soir, c'est celle d'un homme. Il a 75 ans et c'est un ancien médecin, à vrai dire. Et depuis quelque temps, il ne se sent pas très bien. Il chute sans raison. Et puis, il a des petits troubles. C'est pas qu'il perd la mémoire ni le jugement, c'est plutôt qu'il répète des choses sans le vouloir. Et puis aussi, il tourne en boucle un peu. Il se sent un peu obsédé toujours par les mêmes choses. Bref, il pense qu'il n'est pas tout à fait dans son état normal et qu'il ne contrôle plus tout à fait la situation. Et donc, il va consulter un confrère. Et ce confrère lui dit, bon, on va faire des examens. Et après quelques examens, conclut que cet homme souffre d'une pathologie neurodégénérative très particulière sur laquelle il est difficile de mettre un nom et qui probablement va s'aggraver assez vite. Et de fait, en quelques mois, à peine 18 mois, l'homme en question se retrouve grabataire, absolument incapable et de moins en moins de se mouvoir et de contrôler ses gestes. Il a complètement perdu l'usage de la parole. Il est encore capable d'écrire un peu sur une ardoise magique, mais dès qu'il écrit 3 mots, sa main s'enfuit et on ne peut pas comprendre les dernières lettres qu'il écrit. Il est encore capable un peu de manger de la nourriture sans sonde d'alimentation, mais ça ne va pas durer. Il arrive à dire à peu près des choses, enfin à s'exprimer, à se faire comprendre par la voie de gestes, de mimiques et de cette écriture. C'est tout. La psychologue du service dans lequel il est hospitalisé vient un jour voir le chef de service et lui dit il faut faire quelque chose pour notre patient. Ça fait quelques semaines qu'il répète toujours la même chose en boucle et qu'il veut qu'on l'aide à mourir. Il ne se supporte plus. Il dit que sa vie est un enfer. Et je crois, dit la psychologue, qu'il n'y a pas de dépression majeure ou de choses qu'on puisse améliorer médicalement. C'est vraiment quelque chose
d'essentiel et de capital pour lui, semble-t-il, il faut que vous alliez le voir. Le chef de service va voir le patient, il parle de confrère à confrère, et le chef de service est convaincu qu'effectivement, il ne peut pas laisser son collègue dans cette situation et qu'il faut l'aider. Il dit, puisqu'il nous appelle après, il se sent comme emmuré, il a l'impression qu'il peut encore dire un peu ce qu'il veut, mais que ça va lui échapper incessamment sous peu dans les semaines qui viennent. Le chef de service convoque la famille de ce patient, une épouse très proche, deux grands-fils, deux fils adultes, dont l'un vit aux États-Unis mais est au chevet de son père pour quelques semaines, qui confirment au chef de service que vraiment, ils pensent, eux, que le meilleur service à rendre à leur père et mari serait de l'aider à partir parce qu'ils confirment que c'est sa seule obsession et qu'il ne pense plus qu'à ça, et qu'il demande ça à corps et à cri, pourrait-on dire. Voilà, sauf que ce patient n'est pas en fin de vie et que sa maladie peut encore durer extrêmement longtemps, en tout cas de nombreux mois. Et que, eh bien, ma foi, comme vous le savez probablement, la loi française n'autorise pas grand-chose dans ces situations-là. Et ce chef de service nous appelle. Alors, à l'hôpital Cochin, nous avons monté effectivement quelque chose qui s'appelle une consultation d'éthique clinique et qui consiste à être à la disposition de ceux qui le souhaitent, que ce soit les familles ou les équipes soignantes ou les patients eux-mêmes, lorsque il y a une décision médicale qui est un peu dérangeante sur le plan éthique ou qui fait conflit avec des uns qui pensent d'une certaine façon et d'autres qui pensent d'une autre façon. Comme vous le racontait Pierre-Henri il y a quelques minutes, des parents qui veulent quelque chose, une équipe qui veut autre chose, etc. Et donc, nous allons voir ce patient. Et après avoir rencontré les différents membres de l'équipe soignante, la psychologue, son médecin référent, le chef de service, une ou deux infirmières, nous allons dans la chambre de ce patient et nous essayons d'être aussi prudents que nous y incite Céline. Nous essayons de ne pas être trop abruptes, d'être à l'écoute, de voir ce qu'il nous dit. Nous lui disons qui nous sommes et nous expliquons dans des mots pas le moins agressants possible pourquoi nous sommes là, qui nous a appelés. Et nous avons effectivement un patient qui nous redit la même chose que ce qu'il a dit, semble-t-il, à tous les gens dont je vous ai parlé. Voilà, donc nous essayons de pousser un peu la conversation, de savoir pourquoi la vie est un enfer, depuis quand est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été des éléments de rupture, est-ce qu'il souffre, quelles sont les choses les plus difficiles, nous essayons un peu de creuser. Le discours est massif, et quand nous sortons de la chambre, nous sommes un peu embarrassés avec mon collègue. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas arrivés à comprendre exactement pourquoi, comment. Nous ne sommes pas arrivés à rentrer en communication. Vous me direz, il ne nous connaît pas du tout, c'est la première fois qu'on... Mais nous avons l'habitude de ces demandes, nous sommes souvent sollicités, et en général, quand nous sommes sollicités sur des demandes qui sont aussi transgressives, je dirais, eh bien très souvent les gens qui les posent ont préparé une façon de convaincre leur interlocuteur. Et ce n'est pas ce que nous sentons dans cette situation-là. Nous avons l'impression qu'il y a toute une part mentale qui fait écran. Et donc nous sommes bien embarrassés. Et nous demandons à la famille de venir nous voir quelques jours plus tard, pour aussi recueillir leurs témoignages à eux. En dehors, c'est toujours différent de parler aux médecins à qui on demande quelque chose et de parler à des tiers.
à des tiers qui ne sont là que pour, voilà, faire circuler la parole, aborder les choses autrement, par un autre biais, etc. Et donc nous recevons cette famille qui nous dit que leur père et compagnon étaient très heureux de nous avoir reçus, et nous l'avions rassuré, nous avions évoqué les choses avec lui, nous lui avons dit « Nous avons parfaitement entendu votre demande et nous allons y réfléchir. Il n'est pas question qu'on vous laisse tomber. Nous allons essayer de voir un peu comment on peut faire. Vous connaissez la loi française, le type aucun trouble cognitif. Et le chef de service nous le répète, pas de trouble de la mémoire, aucun trouble jugemental, pas de trouble cognitif. Donc il comprend parfaitement ce qu'on lui dit. Et voilà, on essaye de savoir un peu et d'explorer ce qu'il souhaiterait. Si c'est les dispositifs étrangers, comme la Suisse ou la Belgique, qui sont ce qu'il souhaiterait, s'il serait prêt éventuellement à renoncer à un traitement vital, il nous répond avec des gestes. Voilà. Et après lui avoir dit tout ça, donc, le rendez-vous avec la famille est assez surprenant. Ils nous disent, quand nous sommes allés le voir, il nous a donc dit qu'il vous avait vu, il était très content de cette rencontre, il nous a redit que ça le soulageait terriblement que sa demande ait été entendue et qu'il attendait maintenant de savoir qu'est-ce qui allait pouvoir lui être proposé. Et puis le lendemain, il nous a écrit un SMS en disant « J'ai changé d'avis, je ne veux plus mourir, je veux déguster la vie qui me reste. » À sa femme et à ses 2 fils, et en expliquant, en disant, en précisant « Merci surtout de prévenir le chef de service. » Et donc, la famille était extrêmement bouleversée et dans une incompréhension totale de la réaction de cet homme. Et donc, voilà, on est embarqué dans une idée, tout le monde se fait violence, on se dit comment on peut aider cette personne, à quel stade il en est. Il se trouve que cet homme, par ailleurs, dépend de l'insuline, donc, il est possible, avec la loi Claes-Leonetti, de refuser un traitement vital et d'être accompagné à mourir si on refuse un traitement vital et que son état s'aggrave. Donc, il y avait éventuellement une solution relativement légale, non, totalement légale et relativement éthique, en tout cas, de poser la question et de voir si on pouvait accompagner cet homme-là. Tout cela, d'une minute à l'autre, change. À partir du moment où quelqu'un dit qu'il ne veut plus du tout, il n'est absolument pas question de lui proposer quoi que ce soit. Et en même temps, c'est compliqué de le laisser seul avec ça, de ne pas s'interroger pour savoir ce que signifie la demande initiale et son revirement, et puis de savoir comment aller le voir derrière et comment faire en sorte quand même, probablement, de concevoir une façon de l'accompagner dans tout ce temps qui lui reste à vivre. L'équipe soignante, d'une certaine façon, elle se sent un peu prise en otage. Elle se dit, c'est foutu de moi. Ils m'ont fait faire tout ça, voilà, j'ai mobilisé toute l'équipe, qui était vraiment pas du tout préparée à cela, et maintenant ils changent d'avis, donc terminé. Je ne veux plus entendre parler de fin de vie chez cet homme-là, et maintenant, voilà, il faut se mettre dans un processus d'accompagnement à la vie. Donc, comment faire pour expliquer que peut-être ça va repartir dans l'autre sens, ou qu'en tout cas des questions se posent, qui sont, quelles sont les limites, quand est-ce que vous voudrez qu'on en parle, sachez qu'on peut en reparler, etc. Pareil pour la famille, qui dit tout ça a été extrêmement violent pour lui. Le fils était là des États-Unis, reparti aux États-Unis, en se disant, je pensais que ça allait finalement se dénouer relativement rapidement, mais moi je ne peux pas rester là éternellement. Sa femme dit, il dit ça aujourd'hui, mais ça ne lui ressemble pas.
est-ce qu'il ne va pas encore changer d'avis? Et puis, je ne veux plus qu'on, maintenant, fasse quoi que ce soit de traitement. Il ne faut surtout pas de médecine supplémentaire. S'il a la moindre complication, on ne fait rien. Est-ce que c'est ça qu'il veut? Est-ce que c'est ça qu'il exprime quand il dit « je veux déguster la vie et le peu de temps de vie qui me reste à vivre », personne ne sait. Tout cela pour vous dire que accompagner ces situations au quotidien, c'est accepter aussi ces revirements, c'est accepter que ce qu'on a dit un jour n'est pas valable le lendemain et qu'il va falloir faire du mieux possible avec cela. Et nous, les soignants, nous sommes souvent élevés avec l'idée que, voilà, ma foi, une fois qu'on a vérifié 4 ou 5 trucs, eh bien, on y va. On applique tel protocole et on sait faire. Eh bien non, sur ces affaires de fin de vie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas quelque chose de raisonnable. C'est tout dans l'émotion, dans le relationnel, dans l'ambivalence, dans l'ambiguïté et dans quelque chose de multiple et de pas très facile à finaliser. La personne de confiance, nous dit-on. J'étais cet après-midi dans une association qui s'appelle Hold Up, les vieux debout. Ce sont des gens qui militent pour rester debout et pouvoir décider le plus possible, le plus longtemps possible, qui me disait « Je ne peux pas ne pas désigner ma fille comme personne de confiance. Et en même temps, c'est celle dans laquelle j'ai le moins confiance pour m'accompagner en situation de fin de vie. » Et les équipes vous le disent. Vous le disent quand on a une personne de confiance qui vient nous dire « Voilà ce que cette personne voudrait, et moi je suis là pour honorer sa parole et pour faire honorer sa parole. C'est le mandat qu'elle m'a confié. » Les équipes de soins palliatifs nous disent « Oui, mais il y a les enfants qui sont là, qui n'ont pas été là ces dernières années, et qui maintenant que leur mère est en train de mourir, sont là. Et pour eux, ce n'est plus le moment qu'elle meure. Et ils estiment que c'est à eux de prendre la décision et à eux de porter leur mère à ce moment-là, et non pas à la personne de confiance qu'elle s'est choisie, parce que peut-être ses enfants n'étaient plus tout à fait là pour l'accompagner. Et en même temps, c'est extrêmement difficile de faire contre une famille. Il y a des parents hyper présents et qui veulent des choses, mais il y a aussi des familles qui sont peu présents et qui ont des positions de principe. Et ces positions de principe des familles, elles heurtent les équipes soignantes autant que les positions de principe des équipes soignantes heurtent les familles. Aujourd'hui, par exemple, les choses se sont complètement renversées. Il y a 20 ans, enfin il y a 15 ans, quand on a été créé au centre d'éthique clinique, ce que craignaient les familles ou les patients, c'était l'acharnement thérapeutique depuis les docteurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Toutes les saisines que nous avons, ce sont des saisines d'équipes soignantes qui veulent interrompre des traitements parce qu'ils estiment qu'ils sont dans l'obstination déraisonnable, avec des familles qui refusent l'arrêt de ces traitements, ou des familles qui viennent nous voir et qui nous saisissent et qui disent « ils veulent t'arrêter, mais pourquoi veulent-ils t'arrêter alors qu'ils ont tout fait jusque-là pour notre proche ?» Et donc les conflits se sont complètement inversés en 15 ans de temps. Et aujourd'hui, les questions qui se posent sur la fin de vie sont plus du tout les mêmes qu'hier. Les questions aujourd'hui qui sont traitées par la loi Claes-Leonetti, qui sont « vous avez le droit de demander l'arrêt d'alimentation et d'hydratation artificielle », comme le rappelait Pierre-Henry, c'est-à-dire l'alimentation qui arrive par une sonde, et de demander à être sédaté si c'est vraiment pour vous une situation d'obstination déraisonnable. Mais c'est plus ça la question aujourd'hui sur le terrain. C'est des gens qui disent la seule façon pour qu'on m'accorde la mort ou l'aide à mourir que je demande, c'est d'arrêter de manger et de boire spontanément, pas l'alimentation artificielle. Je décide d'arrêter de manger et de boire jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je vous demande de me sédater pour que je tienne le coup. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 6 mois. C'est aujourd'hui la nouvelle façon des gens de contourner l'obstacle du fait qu'il n'y a pas d'autre moyen pour eux de mourir quand ils le souhaitent vraiment. Ça met les équipes extrêmement mal à l'aise. Et la question, c'est qu'est-ce que permet exactement la loi? Qu'est-ce qui est légal ou pas légal? Qui n'est pas la même question que qu'est-ce qui est éthique ou pas éthique.
Les équipes de réanimation, elles sont dans leur bon droit quand elles décident qu'elles sont dans l'obstination déraisonnable, qu'elles ont fait une procédure collégiale, qu'elles ont demandé un deuxième avis d'expert, qu'elles ont regardé s'il y avait des directives anticipées, qu'elles ont regardé s'il y avait une personne de confiance, et que toutes les cases ayant été remplies, elles disent, bon voilà, j'ai le droit d'arrêter parce que le législateur m'a dit, c'est à l'équipe médicale de décider in fine. Oui, le législateur a dit ça. Mais quand vous avez une famille qui est là 24 heures sur 24 et qui s'oppose au fait que vous débranchiez une machine, un ventilateur, qu'est-ce que vous faites? L'éthique, c'est où? C'est d'obéir uniquement à la loi ou c'est éventuellement de prendre en compte le fait que peut-être cette famille-là n'est pas tout à fait prête et d'essayer de comprendre pourquoi et d'essayer de voir comment on peut faire pour la faire cheminer. Voilà, c'est ça ce que nous faisons au Centre d'éthique clinique. C'est de plus en plus compliqué, tous les jours un peu plus et tous les jours un peu plus confus de savoir comment on peut aider éthiquement ces situations de fin de vie à se dénouer. Merci.